Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Alternance TV, la télé de l'avenir. Nous recevons pour le troisième numéro de votre émission, l'invité de la semaine, M. Mamadou Ablaye Diko. Il est leader politique. Ensuite, il est le président de l'association Debout pour la République. Alors, avec Diko, nous allons aborder les questions d'actualité, comme entre autres les coups d'État, la question politique. Surtout que la transition tire vers sa fin. Donc avec lui, nous allons aborder toutes ces questions. Mamadou Diko, bonjour. Bonjour, monsieur Sissoko. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir d'être là. Okay. Alors, monsieur Diko, on va très directement à l'essentiel. Alors aujourd'hui, nous constatons que sur l'espace CEDEAO, les coups d'État se multiplient. Vous, en tant que leader politique, que vous inspire en tout cas ces coups d'État à répétition sur l'espace CEDEAO? Merci beaucoup, monsieur Sissoko. Avant de répondre, permettez-moi que je vous félicite pour cette belle initiative de création de Alternance TV qui aide et qui assure la promotion du débat pluriel. Je pense que de ce point de vue, vous méritez les félicitations les plus chaleureuses et les encouragements les plus vifs. Ceci dit, pour répondre à votre question, les coups d'État, par principe, moi je les condamne. Parce que je considère que les coups d'État constituent toujours des freins à l'essor économique de nos pays. Ceci dit, je voudrais quand même avoir la lucidité et le sens du discernement pour essayer de comprendre, pas de les justifier, mais d'essayer de comprendre certains coups d'État. Certains sont la suite logique, hormis le coup d'État de 2012 perpétré par le général Amadou Aya Sanogo. Tous les coups d'État que nous avons connus au Mali ont été la suite d'insurrections, de mécontentement général des populations et qui aboutissent toujours à ce que vous savez. Je les condamne parce qu'ils sont la négation même de la démocratie. Je les condamne parce que je considère que le seul moyen qui vaille pour la dévolution du pouvoir, c'est la voie démocratique. Je suis convaincu qu'il n'y a pas une alternative à la démocratie. Et je fais le distinguo entre la démocratie et les pratiques démocratiques qui peuvent concerner nos pays. Mais il est évident que la démocratie en tant que système de gouvernance politique, de mon point de vue, est le meilleur système qu'on puisse souhaiter pour son pays. Encore une fois, je condamne les coups d'État par principe, mais encore une fois, je fais la nette différence entre les coups d'État. Celui opéré dans nos pays et celui qui est en cours au Niger n'ont pas la même nature. Voilà. Ok, mais M. Diko, ce qu'on constate, c'est que ces coups d'État-là se passent pratiquement dans les pays francophones. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Alors que nous sommes en tout cas dans le même espace sous-régional que les pays anglophones, mais c'est généralement 4 pays francophones connaissent déjà ce coup d'État-là. Qu'est-ce qui explique en tout cas ce phénomène-là? Vous savez, un coup d'État, c'est toujours la faillite, quelque part, d'une gouvernance. Faillite voulant pas dire que tout est zéro. Faillite voulant dire qu'il y a des insuffisances qu'il faille corriger, qu'il faille rectifier. C'est une évidence. Maintenant, vous dites que c'est l'espace francophone qui est concerné, oui. 4 pays francophones, dont le nôtre, sont en proie justement à des coups d'État. Mais je rappelle que les coups d'État ont fait légion dans les pays anglophones, au Ghana, au Nigeria, au Libéria, en Sierra Leone. C'était quasiment monnaie courante. C'est de travailler aux causes qui puissent nous empêcher d'aller vers ces coups d'État-là. Parce que, encore une fois, les coups d'État, ce n'est que la négation du progrès, ce n'est que la négation de la démocratie. On constate ces dernières 24 heures une tentative de coup d'État aussi au Gabon, un autre pays francophone, mais qui n'est pas sur le même espace sous-régional que nous.
Mais en fait, est-ce que vous justifiez, est-ce que vous pensez que le coup d'État au Gabon est un coup d'État salutaire quand on sait que la dynastie Bongo a duré quand même 55 ans au pouvoir? Oui, c'est inacceptable qu'en République on parle de dynastie. Effectivement, il y a beaucoup de choses dont on peut parler et qu'on peut mettre en avant pour essayer de comprendre ce qui est en cours au Gabon. D'abord, le pouvoir en place est un pouvoir plus que cinquantenaire en démocratie. Ce n'est pas acceptable parce que la première règle d'une démocratie, c'est l'alternance politique à la tête du pays. C'est la transmission démocratique du pouvoir, pas la dévolution dynastique ou familiale. Malheureusement, au Gabon, depuis 1967, le pouvoir rime avec un nom, les Bongo. C'est d'autant plus regrettable que l'actuel Ali Bongo, physiquement diminué, donnait l'impression de quelqu'un qui voulait s'approcher. Je pense que ce n'est pas acceptable. Il aurait dû accepter le jeu démocratique. En 2016, nous nous rappelons que sa victoire avait été contestée. Ça avait occasionné des troubles qui ont occasionné eux-mêmes des morts d'hommes. Cette année aussi, cette spirale de violence, de contestation pointait à l'horizon. Nous avons entendu son opposant réclamer, revendiquer la victoire. Lui-même s'est retranché en prenant des mesures liberticides telles que la fermeture de certains médias, la suspension de Internet, l'instauration d'un couvre-feu, toutes choses qui prouvent, qui donnent des signaux qu'il y a un passage en force qui se prépare. Et c'est regrettable. Les coups d'État, parfois, s'expliquent, se justifient par des pratiques de ce genre. Je pense qu'il est temps que l'Afrique sorte de ce cycle-là. Ce n'est pas un cycle vertueux, c'est un frein à l'essor économique de nos pays. Et moi, en tant que démocrate, en tant que républicain, je condamne toute prise de pouvoir par des voies non constitutionnelles et non démocratiques. Okay. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement que l'armée s'interfère chaque fois dans la chose politique? Ce qu'il faut faire, c'est de promouvoir les règles de la démocratie. Okay. Encore une fois, la démocratie, elle est, de mon point de vue, le meilleur système de gouvernance, de transmission de pouvoir. Il faut que le peuple, son vote soit d'abord sécurisé, que les pouvoirs en place respectent l'intégrité des votes citoyens et qu'une fois au pouvoir, qu'ils acceptent aussi de jouer le jeu démocratique en promouvant la bonne gouvernance, en promouvant l'état de droit, en faisant en sorte que tous les citoyens, y compris les gouvernants, soient soumis à la même règle de droit. Nous avons assisté en Afrique, malheureusement, y compris au Gabon, y compris parfois au Mali, une fois qu'une famille est au pouvoir, une fois qu'un homme est élu, c'est une famille qui s'installe au pouvoir, qui tire les ficelles, qui va dans tous les sens. C'est des pratiques qui ne sont pas acceptables. Nous devons tous, en particulier les acteurs politiques, doivent accepter de jouer le jeu. Que la démocratie soit la règle. Parce que pour le moment, il n'y a pas d'alternative. À moins que ceux qui perpètrent ces coups d'État ou leur soutien éventuel nous disent ce qu'ils pensent. En ce moment, on verra. Mais pour le moment, je pense que tant que aussi la mauvaise gouvernance continue, tant qu'il y a une espèce d'accaparement de la richesse nationale par une petite minorité, c'est bonjour toujours les coups d'État. Ok, nous revenons au Mali parce que nous sommes à quelques 6 mois de la fin de la transition et l'incertitude plane pratiquement sur le respect du chronogramme. Et en tant que leader politique, que pensez-vous justement de la suite de cette transition? Bon, je pense qu'il n'y a pas, moi je ne vois pas d'éléments qui justifierait que je sois dans une espèce de scepticisme par rapport aux élections. Je pense que les engagements ont été pris. Je rappelle, le calendrier qui est en train de se dérouler a été souverainement décidé par les autorités du Mali. Je me rappelle, c'est le président de la transition qui a pris un décret pour fixer la durée de la transition à 24 mois. Nous y sommes. Il y a des signaux qui permettent d'espérer qu'on ira aux élections. Il y a l'EJ qui est créé, qui est opérationnel. Il y a eu un premier test, à savoir l'organisation du référendum.
Je pense qu'il faut simplement tirer les insuffisances et les enseignements, tirer les leçons pour avancer. Il n'y a pas d'alternative à ça parce qu'aujourd'hui, le Mali, compte tenu de sa situation, ne devrait plus se donner le luxe de continuer à ne pas respecter les engagements auxquels lui-même, librement, a souscrit. Le calendrier, il a été décidé par le Mali, endossé par les partenaires du Mali, et je pense que allons-y. L'intérêt du pays, pour la stabilité du pays, pour le retour de notre pays dans le concert des nations démocratiques. Parce que ça fait quand même 3 ans, un peu plus de 3 ans, que nous sommes dans une transition politique. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas utile pour le pays, ce n'est pas économiquement soutenable pour le pays. Et pourtant, les partisans de la transition disent qu'il y a l'insécurité qui avance. Et ensuite, on pense réellement que toutes les conditions ne sont pas réunies pour aller à des élections transparentes. Est-ce qu'une petite prolongation n'est-elle pas possible pour permettre en tout cas aux autorités de réunir toutes les conditions pour qu'il n'y ait pas une crise post-électorale? Moi, je ne vais pas répondre à la place des autorités, c'est elles qui ont en charge l'organisation des élections. Pour le moment, moi je m'en tiens au calendrier établi. Et je pense que les autorités elles-mêmes ne sont pas sorties de ce schéma, à ma connaissance. Maintenant, il y a toujours des turiféraires qui, en pareille circonstance, qui se mettent en mission pour jouer souvent des rôles qui ne leur appartiennent même pas. Ce qui est important, il y a un calendrier qui a été librement fixé. Les autorités qui l'ont fixé ne nous ont pas encore dit que ce calendrier ne vaut plus et qu'une petite prolongation de 3 mois ou de là peut être envisagée. Pour le moment, restons focus sur ce qui avait été décidé. Chacun, les autorités, les citoyens, la classe politique, la société civile, que chacun joue le rôle qui est le sien pour que les dates prévues là puissent être tenues. On constate un certain silence à radio au sein des états-majors des partis politiques. Qu'est-ce qui explique cela alors que nous sommes à 6 petits mois seulement des élections? Disons que de la fin de la transition, mais peut-être à quelques 3 ou 4 mois seulement du début en tout cas des élections. Bon, je crois que ce procès-là, je l'entends contre la classe politique. Je ne pense pas qu'elle soit silencieuse. Comme on le dit, il y a des partis politiques qui tous les jours lèvent la voix pour exprimer des points de vue, pour exprimer des désaccords, pour exprimer des approbations par rapport à un certain nombre de sujets d'intérêt national. Et ce régime a ses spécificités, ce régime a ses exigences, et entre autres exigences, il y a la nécessité de créer les conditions que cette transition soit pas partisan. Ce n'est pas la vocation d'une transition, et je comprends que la classe politique, presque à l'unisson, accompagne la transition, parce que accompagner la transition, ce n'est pas se caporaliser pour X ou pour Y, mais c'est travailler à la réussite de son pays. Le Mali est exsangue, c'est incontestable, au plan économique, au plan sécuritaire, au plan financier, etc. C'est un fait que personne de bonne foi ne pourrait contester, mais il appartient aux citoyens, parce que nous avons tous le Mali en partage. Que le Mali se porte mieux, que le Mali avance, c'est le souhait de tous les Maliens, y compris et en particulier de la classe politique. Mais ce qu'on constate, c'est que d'habitude, c'est à la veille des élections, à 6 mois des élections, les partis politiques commencent déjà à choisir leurs candidats. Et sur ce plan, on ne voit absolument rien. Peut-être pour des partis traditionnels, c'est un peu connu, des partis qui sont liés à des noms. Le problème de candidature ne se pose pas. Mais les 3 grands partis, en tout cas, que sont l'ADEMA, l'URD et le RPM, on ne sent vraiment pas ça. Ou bien, ça veut dire quoi? Ils vont continuer à accompagner comme ils l'ont toujours fait. Bon, je ne peux pas parler de la situation dans les autres partis, mais je sais que le mien, même si je ne le représente pas ici, okay, le parti qui est le mien a des règles. Qui est l'URD? Qui est l'URD. Okay. A des règles de désignation de son candidat, qui est une procédure clairement tracée. Okay. Et puis mon parti a l'expérience des candidatures, y compris à la présidentielle ou législative. Je pense très sincèrement que le moment venu, nous allons interroger notre dispositif en la matière. Et en tout état de cause, le débat, de mon point de vue, sera posé. Et le moment venu,
les décisions les meilleures, qui préservent l'intérêt du parti, qui préservent l'image du parti, seront prises. Maintenant, ce qui se passe dans les autres partis, permettez-moi de ne pas rentrer trop là-dedans, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils envisagent, qu'est-ce que leur texte même prévoit. D'accord. De plus en plus, on entend certains dire, certains parler en tout cas, la candidature du colonel Assimi Goïta, le président de la transition. Vous, en tant que juriste, est-ce que notre constitution, est-ce que nos lois permettent en tout cas à Assimi Goïta de faire acte de candidature pour l'élection présidentielle à venir? Vous savez, au Mali, on a une habitude qui consiste à faire de la fiction, de la politique fiction, à prêter des intentions à quelqu'un qui n'a rien demandé ni dit rien du tout à personne. Assimi Goïta, le président Assimi, je ne l'ai jamais entendu parler de sa candidature. Mais j'entends, comme je l'ai dit, des turiféraires, des spires de tout calibre aller dans tous les sens par rapport à cette question. La candidature du colonel Assimi et même de tous les acteurs de la transition sont régis, leurs candidatures sont régies par la charte de la transition. En particulier, pour ce qui concerne le président Assimi, c'est l'article 9 de la charte révisée qui parle expressément et explicitement des conditions de sa candidature. Et cet article est on ne peut plus clair. Il ne peut pas être candidat ni aux élections législatives, ni à la présidentielle, qui sanctionne la fin de la transition. Et cette disposition, dans son alinéa final, dit clairement qu'elle n'est pas susceptible de révision. Mais d'aucuns disent qu'à partir du moment où nous sommes dans la 4e République et que de facto la charte va tomber, est-ce que ce n'est pas une des lectures différentes en ce moment? Bon, moi, ma lecture d'un juriste modeste consiste à dire que on ne peut pas parler de président de transition. On ne peut pas parler de Conseil national de transition en dehors de la charte. C'est la charte, le soubassement juridique qui justifie qu'au Mali, on parle de président de transition. Si c'est d'autres règles qui doivent régir ça, je crois que le président ne s'appellera pas président de transition. Il s'appellera président de la République, si c'est la Constitution qui devait réglementer cette situation. Encore une fois, la charte, de mon point de vue, est en vigueur. Parce que nous sommes encore dans la transition, parce qu'au Mali, nous avons ce que l'on appelle un président de transition, nous avons un gouvernement de transition, nous avons un conseil national de transition qui ne trouve leur raison d'être juridique que par cette charte-là. Tu ne verras nulle part dans la Constitution, aussi bien que l'ancienne que l'actuelle, où on parlera de président de la transition, ou de gouvernement de transition, ou de conseil national de transition. De mon point de vue de modeste juriste, c'est que plus que jamais, c'est la charte qui réglemente, qui définit les règles du jeu et les organes de la transition. Et parmi les organes, il y a le président de la transition, il y a le conseil national de transition, il y a le gouvernement de transition. Maintenant, chacun a son interprétation. Et le débat va dans tous les sens, et ça c'est le charme de la démocratie. Et si vous avez un message particulier à donner, à lancer en tout cas à l'endroit de ceux qui, excusez-moi l'expression, qui s'agitent pour la candidature de Assimi, et à Assimi lui-même, quel va être le contenu de ce message? Et je vais leur dire, à ces soutiens qui, comme tu dis, qui s'agitent, je vais dire de mettre balle à terre, parce que je n'ai pas entendu personne. Je crois que personne ne leur a rien demandé. Ça, c'est mon avis. Peut-être des gens tapis à l'ombre leur demandent de faire le jeu qu'ils sont en train de faire. Mais le concerné même, président de tous les Maliens aujourd'hui, n'a pas dit un mot, en tout cas à ma connaissance, sur ce sujet. Et je voudrais l'inviter très solennellement et très sincèrement à ne pas écouter ces chants de sirène. Je souhaite qu'il soit le ATT, le deuxième ATT pour le Mali, qui a accepté d'organiser des élections transparentes après une transition de 14 mois, qui a fait 10 ans après et qui est revenu auréolé d'une popularité extraordinaire. Assimi aujourd'hui, il est populaire, c'est incontestable. Et il a le privilège et l'avantage de l'âge. Il peut aller revenir, mais encore une fois, la décision ne m'appartient pas. Moi, je ne suis que dans des commentaires de quelqu'un qui n'est pas acteur de cette affaire-là. Les décisions appartiennent
Assimi lui-même. Et moi, si je devais le conseiller, j'allais le conseiller d'être le deuxième attitude pour notre pays. Ok. Et nous entrons maintenant dans l'aspect sécuritaire, comme on le dit. C'est-à-dire que nous constatons ces derniers temps qu'il y a une certaine insécurité qui gagne totalement le terrain. Et cette insécurité, en tout cas, gagne du terrain au moment où l'aménagement est en train de se retirer petit à petit. Mais selon vous, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre le retrait de l'aménagement et l'exacerbation de l'insécurité sur le terrain? Il est évident que le retrait de l'aménagement posera des problèmes d'insécurité, de stabilité. Parce que l'aménagement même est venu à Bamako pour combler ces déficits sécuritaires. Okay. Donc si elle doit quitter, il est évident que le vide qu'elle laisse pose problème et que les autorités veuillent bien le combler. Je pense que l'insécurité est une réalité. Malgré tout le discours populiste, il y a des villages entiers dans notre pays ici aujourd'hui qui sont brûlés, dont les populations sont massivement déplacées, abandonnant tout derrière. C'est une réalité incontestable. Ce n'est pas les discours populistes là qui vont changer cette réalité. Maintenant, ceci dit, il y a des efforts que personne de bonne foi ne devrait nier. Les autorités actuelles ont fait beaucoup d'acquisitions, beaucoup d'équipements ont été achetés pour faire face à ces défis sécuritaires. Mais encore une fois, les attentes ne sont pas totalement comblées et ce n'est pas le moment de jouer à l'autosatisfecit, encore moins de dormir sur ses lauriers. La crise sécuritaire, elle va se poser avec plus d'acuité quand l'aménagement qui comblait un vide va définitivement quitter notre pays. Il est important, et j'espère que c'est le cas, parce que les autorités en demandant à l'aménagement de quitter, j'espère bien qu'elles ont pris toutes les dispositions pour que le vide laissé par ce départ de l'aménagement soit comblé. Que ça ne soit pas comme les ONG qui ont été renvoyés. Malheureusement, c'est les citoyens, les compatriotes qui vivaient de ces ONG continuent à errer parce qu'il n'y a pas eu de dispositions particulières pour combler éventuellement le vide que cela a créé. Donc vous regrettez déjà le départ de l'aménagement? Je n'ai pas à regretter. Personne ne voudrait une mission du genre dans son pays. Et une mission de ce genre a toujours une fin. Moi, je n'ai jamais souhaité que le Mali soit dans une situation où elle a besoin de faire venir des forces étrangères pour assurer sa sécurité. J'espère simplement que les autorités actuelles, tirant toutes les conséquences, j'imagine, de ce départ, prendront toutes les dispositions pour que les Maliens ne regrettent pas le départ de l'aménagement. Ok. Nous remarquons aussi que la CEMA avait suspendu à un moment donné sa participation à toutes les activités du comité de suivi. Et de cette suspension, on voit réellement aujourd'hui que l'accord pour la paix et la réconciliation signé en 2015 est vraiment menacé. Puisqu'on remarque même qu'il y a eu un regain de tension à Ber pour l'occupation de l'emprise de Ber. Aujourd'hui, est-ce que, selon vous, l'accord a encore un sens? Est-ce que l'accord peut être encore appliqué? Si les uns et les autres sont de bonne foi, l'accord peut continuer à prospérer, à produire ses effets. Tu sais, en matière d'accord, surtout d'accord de paix, le gage de la mise en œuvre, de l'efficacité de cet accord, c'est la bonne foi, la bonne volonté de ces acteurs. Aujourd'hui, l'accord, depuis qu'il est signé depuis 2015, il y a manifestement de la mauvaise foi de part et d'autre. Et surtout du côté des groupes armés qui n'ont pas désarmé, qui continuent à détenir les armes, alors que le monopole de la violence légitime devait appartenir qu'à l'État. Ce n'est malheureusement pas le cas. Quand j'entends même ce matin un de leurs dire que ouais, ils sont sur la défensive, non, ça ne marche pas. Maintenant, l'État aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, doit faire preuve de beaucoup de discernement pour comprendre que les acteurs en face ne sont pas des étrangers, sont des Maliens comme nous, qui sont certes dans une espèce d'errance, on va dire comme ça, mais qui progressivement doivent comprendre
qu'il n'y a pas d'alternative à l'accord, il n'y a pas d'alternative à la paix, il n'y a pas d'alternative au retour dans le jeu républicain et démocratique. Ok. Donc, ça va être peut-être la dernière question. Nous avons remarqué qu'avec le coup d'État au Niger, les autorités maliennes avaient décidé de pratiquement de s'engager au cas où la CEDEAO va attaquer le Niger. Comment voyez-vous cette décision de la CEDEAO, du Mali, de la République du Mali, des autorités maliennes, je veux dire, qui sont prêtes aujourd'hui à porter main forte, en tout cas au Niger, au cas où la CEDEAO va intervenir militairement? Est-ce que c'est une sage décision? Comment vous la voyez? Bon, moi j'attends de voir. C'est de grandes intentions. Encore une fois, c'est de la rhétorique populiste qui n'a pas de répondant factuel. Vous savez, le Mali a ses problèmes. Nous venons de parler de la crise sécuritaire qui mobilise beaucoup de ressources humaines, militaires, financières, etc. Ils n'ont pas fini avec ça. N'ont pas fini d'endiguer la spirale meurtrière qui s'est emparée de notre pays. Je ne vois pas en quoi nous allons nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. La crise nigérienne, elle est interne. Oui, mais d'aucuns disent que c'est le pays de 3 frontières. Hein. Est-ce que en cas d'attaque au Niger, ça peut avoir des répercussions aussi sur le Mali? Au Niger, il ne s'agira pas d'attaquer le Niger. Il s'agira d'aller déloger des putschistes qui sont accaparés d'un pouvoir qui n'est pas le leur. Le président qu'ils ont enfermé dans son salon, là, dans sa chambre, là, est un président démocratiquement tenu. Démocratiquement tenu. Qui n'a pas certainement le meilleur comportement à tout point de vue, mais qui reste quand même un président dépositaire de la légitimité du suffrage universel. Maintenant, les putschistes, ils mettent en avant les arguments qui consistent à dire que c'est la détérioration de la situation sécuritaire. Qui a en charge le problème de la situation sécuritaire? Ce sont les militaires du Niger. Oui, mais les militaires ne sont bons. Je prends de façon générale, les militaires ne sont que des exécutants, mais c'est les hommes politiques d'abord qui doivent concevoir un plan de sécurisation, tout. Mais est-ce qu'à ce niveau-là aussi, les hommes politiques n'ont pas failli? Certainement, ils ont leur part de responsabilité. Mais les plans, ça n'appartient pas aux hommes politiques, c'est les militaires qui élaborent les plans. Et il faut être honnête pour reconnaître qu'au Niger, sur ce plan, des résultats importants ont été engrangés. C'est incontestable. Okay. Dans la lutte contre l'insécurité, le Niger a fait des bons en avant. Okay. Et pas seulement sur le plan de la lutte contre l'insécurité, même sur le plan économique, la croissance du Niger, elle est enviable aujourd'hui. Je condamne ce coup d'État stupide, inutile, rétrograde, qui ne répond à aucun besoin. Le pays n'était pas bloqué. Le Niger fonctionnait correctement, la croissance était forte, les perspectives économiques étaient enviables. Je suis désolé, je suis attristé qu'un coup d'État de ce genre mette frein à ce processus, encore une fois, que je trouve enviable. Ok. M. Diko, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est de vous remercier encore une fois pour cette initiative, surtout votre engagement, votre courage à donner la parole, pas seulement aux politiques que nous sommes, pas seulement, mais à tous les acteurs de la société civile. L'autre jour, j'ai suivi que c'est un économiste qui était là. Il faut continuer à promouvoir le débat pluriel, qui n'est pas forcément le débat politique. Notre société a beaucoup de sujets sur lesquels les citoyens doivent se prononcer. Vous créez cet espace, je vous en félicite, je vous en remercie. Et je dis aux Maliens qui nous écoutent que rien n'est perdu pour notre pays. Notre pays a des difficultés, notre pays a des problèmes. Mais face aux problèmes, il y a toujours des hommes et des femmes qui peuvent réfléchir aux solutions. Un leader politique et en même temps c'est le président de l'association Debout la République. Merci Diko, et ça a été un véritable plaisir pour Alternance TV de vous recevoir. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Merci.